La plateforme était glissante à cause du pétrole et de la boue sur le pont. Quand la boue s'arrête, une brume dense d'hydrocarbures sort du tuyau. La visibilité sur la plateforme chute presque à zéro. Une alarme retentit, signalant aux ouvriers de la plateforme A d'évacuer. Santa Barbara, ville côtière du centre de la Californie, a été fondée à la fin du XVIIIe siècle comme mission espagnole au pied des montagnes Santa Inés. La mission s'est développée en une petite ville et est devenue une partie du Mexique lorsque la Californie a été cédée aux États-Unis. La population de la ville a doublé avec l'arrivée des colons américains lors de la ruée vers l'or dans les années 1870. La ville s'est imposée comme station de santé et destination pour voyageurs aisés d'autres régions des États-Unis. Grâce à son héritage espagnol, son architecture mission et son climat méditerranéen, elle est surnommée la Riviera américaine. Au-delà de ses côtes se trouve le canal de Santa Barbara et les îles du Canal, qui sont aujourd'hui un parc national et un sanctuaire marin. À la fin des années 1800, du pétrole a été découvert à Summerland, ville voisine sur la côte sud du comté de Santa Barbara, où la première plateforme pétrolière fut installée en 1896. L'enclave côtière jadis idyllique a été défigurée par l'apparition de plateformes pétrolières partout dans le paysage. Des plateformes de forage ont été érigées comme îles artificielles dans les eaux peu profondes, au bout d'une jetée. Les premiers développements en mer ont donné naissance aux plateformes offshore actuelles. Dans les années 1940, la production pétrolière a baissé et la plupart des plateformes ont arrêté. Après la Seconde Guerre mondiale, les géologues ont découvert que les gisements de pétrole offshore s'étendaient en plus profondément sous le canal qu'ils ne le pensaient. Les compagnies pétrolières ont lancé de vastes explorations dans le canal de Santa Barbara avec des explosifs pour des tests sismiques. C'est comme frapper un mur pour trouver un point creux. Des explosifs sont déclenchés, les ondes de choc se propagent dans le sol. La réverbération sert à localiser les gisements de pétrole. Les explosifs, bruyants et destructeurs, faisaient en trembler les fenêtres, fissuraient pas le plâtre et jonchaient dans les plages de poissons morts, provoquant la colère des habitants, dont les protestations ont stoppé les activités pétrolières. En 1953, le Congrès autorise la location fédérale des champs immergés du plateau continental extérieur. Ces champs pétrolifères sont des champs immergés situés à plus de 3000 nautiques du rivage. La juridiction sur ces champs pétrolifères relève du gouvernement fédéral et non de l'État de Californie. En 1966, le gouvernement fédéral signe le premier bail sur le plateau continental extérieur, suivi en 1967 de la première plateforme offshore. Hogan se trouve dans le canal de Santa Barbara. En 1968, pendant la guerre du Vietnam, l'administration de Lyndon Johnson est pressée de financer la guerre sans augmenter les impôts des Américains. L'administration Johnson invite les compagnies pétrolières à soumissionner pour plus de 450 000 acres de concessions pétrolières et gazières dans le canal de Santa Barbara. Un consortium de compagnies pétrolières, Union Oil of California ou Unical, en partenariat avec Gulf Mobile et Texaco, achète la concession du terrain numéro 241 dans le champ Dos Quadras du canal de Santa Barbara. Le gouvernement fédéral obtient 624 millions de dollars avec 72 concessions malgré de fortes objections locales. Les habitants redoutent que les plateformes pétrolières causent des marées noires, dégradent la beauté de leurs côtes et menacent l'économie locale. En septembre 1968, Union Oil installe la plateforme A dans le champ Dos Quadras, bail 241. Elle est ancrée dans 57 mètres d'eau à environ 10 km de la côte. Le 14 janvier 1969, Union Oil termine le 4e puits, puis commence les travaux sur le 5e, connu sous le nom de A21. Le forage d'un puits de pétrole et de gaz comprend 2 étapes majeures de fondation, protégées par un tubage extérieur servant de tuyau de protection. Il existe des réglementations fédérales qui stipulent la profondeur et l'épaisseur du tubage extérieur. La première étape du forage consiste à installer le tubage conducteur. Le tubage conducteur doit avoir une profondeur d'au moins 91 mètres et une épaisseur entre 41 et 76 cm. Le tubage conducteur empêche l'effondrement du puits près de la surface, agissant comme une coque épaisse protégeant les tuyaux internes. La seconde étape du forage est l'installation du tubage de surface.
La réglementation sur le tubage de surface exige une profondeur d'au moins 265 mètres et une épaisseur de 24 à 51 cm. Le tubage de surface protège le puits des formations instables lors de forages plus profonds. Il protège l'eau douce du trépan contre la contamination et transporte les déblais en surface. Le tubage de surface sert aussi de base aux obturateurs anti-éruption, équipement essentiel pour contrôler la pression du puits. Lors du forage, les gisements de pétrole et de gaz sont sous pression. Deux éléments empêchent le pétrole et le gaz de jaillir du puits: l'obturateur anti-éruption et le poids de la boue de forage pompée dans les tuyaux pour rencontrer le pétrole et le gaz. Le tubage de guidage et le tubage de surface servent d'ossature en acier pour garantir la stabilité du puits, et ils protègent contre l'accumulation de pression qui pourrait forcer le gaz ou le pétrole à s'échapper du puits. Union Oil demande à l'United States Geological Survey de lever certaines exigences sur le tubage du puits A21. Leurs demandes sont acceptées pour la première étape, Union Oil. Installer un tubage de 40 cm de diamètre, alors qu'il devrait mesurer au moins 41 cm, idéalement jusqu'à 76 cm. Ils enfoncent le tubage conducteur à 725 mètres sous le plancher océanique, soit 185 mètres de moins que les 910 mètres requis par la norme. L'équipe de forage entame la seconde phase, posant le tubage de surface jusqu'à 265 mètres de profondeur, mais Union Oil demande et obtient l'autorisation de l'United States Geological Survey de forer le puits A21 sans installer de tubage de surface du tout. Le 28 janvier 1969 au matin, 14 jours après le début du forage du puits A21 sur la plateforme Union Oil, l'équipe termine le forage. Le tubage de protection de la troisième phase, appelé tubage intermédiaire, est installé. Un tubage intermédiaire a un diamètre de 18 à 34 cm toit. Il permet de forer à travers des formations difficiles et à haute pression comme le schiste ou la roche fracturée. Avant d'atteindre la zone de production cible, l'équipe de forage s'arrête à une profondeur de 1060 mètres, soit quelques mètres avant la profondeur finale de 1067 mètres où se trouve la zone de production. Les derniers 100 mètres correspondent à la phase 4 du forage où l'équipe fore et installe le tubage de production. Le tubage de production, de 14 à 24 cm de diamètre, agit comme une aiguille traversant le réservoir. Des tubes sont placés dans le tubage de production pour acheminer le pétrole et le gaz du réservoir à la surface. À 10h45, les équipes remontent le trépan de la phase 3 pour passer à la dernière phase de forage. Lorsque le trépan de la phase 3 atteint 914 mètres sous le plancher océanique, les 7 derniers mètres sous le puits se rompent à cause de la forte pression dans le réservoir, et le poids de la boue de forage est rapidement perdu. Une lutte s'engage pour contenir le pétrole et le gaz sous haute pression. Un torrent de pétrole, de gaz et de boue remonte en rugissant dans le tubage et jaillit à 27 mètres de haut, éclaboussant ouvriers et équipements autour de la plateforme. Alors que le puits de forage A21 explose, l'équipe de forage travaille désespérément pour obturer le puits. Ils essaient de visser une soupape de retenue au sommet du train de tige, mais la pression de plus de 69 bars est trop forte pour qu'ils puissent la maîtriser. La boue continue de s'écouler, jaillissant à 6 mètres du tuyau et se répandant sur la plateforme, rendant celle-ci glissante et dangereuse pour l'équipe qui doit poursuivre le travail. La boue qui jaillit du tuyau est suivie d'un brouillard lourd et gazeux d'hydrocarbures qui s'échappe du tuyau, rendant la plateforme presque invisible et irritant les yeux des hommes. Le sifflement assourdissant du gaz couvre les instructions que l'équipage se crie les uns aux autres. Alors que le pétrole et le gaz continuent de s'échapper, les risques d'explosion augmentent. Les travailleurs de la plateforme A reçoivent l'ordre d'évacuer. Seul le personnel d'urgence chargé de fermer le puits reste sur le pont. Ces travailleurs restants ont forcé une section de tige de forage de 800 mètres de long dans le puits. Ensuite, ils écrasent le haut du tuyau avec un vérin aveugle, qui agit comme un outil de sertissage écrasant le tuyau pour le fermer. 13 minutes après le début, le vérin aveugle contient la fuite et stoppe l'éruption. Sur la plateforme, l'équipe d'urgence souffle et évalue les dégâts, observés aussi par les ouvriers sur place et les bateaux proches.
Des bulles apparaissent à la surface de l'océan à 200 mètres à l'est de la plateforme, puis à 100 mètres à l'ouest de la plateforme, et finalement du gaz commence à remonter autour de la plateforme elle-même. Boucher le puits au sommet du tuyau force le gaz et le pétrole à s'échapper plus bas dans le puits, le tubage conducteur est court et il n'y a pas de tubage de surface installé. Le pétrole et le gaz sous haute pression traversent les parois du puits. Sous le fond marin, les failles naturelles sous le plancher océanique forment des fissures sous la pression et déchirent le plancher marin, à 5 endroits différents. Une nappe de pétrole s'étend sur une zone de 25 miles carrés à l'est de la plateforme à 13h15. 2h30 après l'incident, les gardes-côtes américains reçoivent un rapport sur une fuite de la plateforme pétrolière Union Oil. Un garde-côte appelle Union Oil pour offrir leur assistance. Un responsable d'Union Oil confirme l'éruption, assure que tout est sous contrôle, nie toute fuite de pétrole et refuse l'aide proposée. À 08h00 le lendemain, un hélicoptère des gardes-côtes est envoyé sur la plateforme pour vérification. L'équipage découvre une nappe de pétrole de 75 miles carrés s'étendant sur plusieurs miles depuis la plateforme. Les journaux locaux signalent la marée noire, poussant Union Oil à confirmer la fuite face à de nombreux appels. John Fraser annonce 5000 gallons pour minimiser l'accident, alors que les estimations réelles sont de 5000 barils, soit 210 000 gallons par jour dans l'océan. À la plateforme A, les travaux continuent pour colmater puits et fissures sous-marines. Les ouvriers injectent de la boue pour sceller les ouvertures. Ensuite, ils versent du ciment sur le trou et les fissures. Une barge de forage de Los Angeles arrive pour forer un puits de secours près du fond du puits afin d'injecter plus de boue dans le puits et les fissures du fond marin. Le pétrole brut s'échappe toujours, tandis que le vent et la houle le dispersent sur des centaines de kilomètres carrés. Au 31 janvier, peu après l'explosion, la nappe de pétrole couvre 30 miles carrés et 200 miles carrés de pétrole plus léger entourent Santa Barbara dans le Pacifique. Heureusement, la nappe de pétrole reste au large. Le 1er février, un changement de vent pousse un peu de pétrole sur le rivage. La zone de surf de Rincon, spot très prisé à la frontière des comtés de Ventura et Santa Barbara, est la première plage touchée le 4 février. Une tempête hivernale avec de forts vents du sud-est à l'ouest et des marées montantes poussent la nappe de pétrole vers le port de Santa Barbara et les plages du sud du comté de Santa Barbara et du nord-ouest de Ventura. Des barrages flottants anti-pollution sont installés le long des ports et des plages pour protéger contre la nappe de pétrole qui approche. Mais en fin d'après-midi, jusqu'à 20 cm de pétrole s'accumulent sur les barrages flottants. Ce soir-là, au plus fort de la tempête, le vent et la marée montante brisent les barrages flottants anti-pollution. Le matin du 5 février, les habitants vivant le long de la côte se réveillent avec la puanteur du pétrole brut et la vue de plages noircies, parsemées d'oiseaux morts ou mourants. La catastrophe tant redoutée liée à la production pétrolière en mer dévaste le paysage. Le bruit des vagues s'écrasant sur la plage est étouffé par l'épaisse couche de pétrole qui s'infiltre dans le sable. Le port de Santa Barbara est touché. Le pétrole brut noircit environ 800 bateaux. Les îles du nord du canal de Santa Barbara, Carpinteria et Ventura sont toutes touchées par la marée noire. Les habitants observent horrifiés les plages souillées de pétrole et les oiseaux morts. Les marées montantes apportent plus de pétrole, ainsi que les cadavres de dauphins, de phoques et d'autres oiseaux. Le pétrole bouche les évents des dauphins, causant des hémorragies pulmonaires. Phoques, loutres et oiseaux s'empoisonnent en l'ingérant. La marée noire tue poissons, crustacés et détruit les forêts de varech. Le pétrole recouvre les plumes des oiseaux, les empêchant de voler, et perturbe leur imperméabilité ainsi que leur isolation, ce qui entraîne une hypothermie. En nettoyant leurs plumes du pétrole et du goudron, les oiseaux en avalent. Habitants, surfeurs, pêcheurs, membres de la communauté et visiteurs vont sur l'eau pour secourir la faune mazoutée et participer au nettoyage. Les communautés voisines se mobilisent pour nettoyer la marée noire sur plages et ports. De la paille est utilisée pour absorber la pollution. Les ouvriers pétroliers et équipes de nettoyage, sur de petites barques avec des fûts de déchets, absorbent la marée noire avec du foin et des fourches. Sur les plages, des bulldozers rassemblent sable pollué et paille imbibée de pétrole pour évacuation.
environ 3000 tonnes de paille, servent au nettoyage. Un mélange de talc et de produits chimiques dissout le pétrole visqueux sur les rochers, digues et jetées du port, laissant une croûte d'huile et de talc. Après évaporation des produits chimiques, la croûte est pulvérisée à l'eau sous pression et se désintègre en poussière brune. Dans certains endroits, les rochers souillés d'huile sont nettoyés à la vapeur, ce qui fait cuire les moules et les autres formes de vie marines qui y vivent. Les entrepreneurs pétroliers et la garde côtière utilisent des navires et avions pour pulvériser des dispersants et détergents chimiques, décomposant ainsi les nappes de pétrole en mer. Des dispersants peu toxiques, comme polycomplexe A et corexite, sont appliqués jusqu'à 3 km du rivage. Ils se lient au pétrole, le fragmentant en gouttelettes qui coulent sans dans l'océan. Le pétrole ne touchera sans doute pas la plage, mais ira dans l'eau. C'est une solution loin des yeux, loin du cœur. Des bateaux munis d'un collecteur en 5 récupèrent le pétrole en surface et le transfèrent dans des barges. Les images de la marée noire de Santa Barbara, montrant des oiseaux morts, diffusées dans les médias nationaux, suscitent des inquiétudes environnementales à l'échelle nationale. Le 6 février, la nappe de pétrole atteint 100 miles du littoral sud-californien, poussant le président Nixon à stopper tout forage et production pétrolière dans les eaux fédérales. Dans le canal de Santa Barbara, seul le puits de secours en cours de forage pour intercepter le puits en éruption bénéficie d'une exemption. Le 7 février, les ouvriers font leur dernière tentative pour fermer le puits. Ils injectent 2100 mètres cubes de leur boue de forage la plus lourde dans le puits, ralentissant la fuite à 200. Leur réserve de boue presque épuisée, la fuite s'arrête. Ils versent plus d'1 millier de sacs de béton dans le puits, A21 le scellant totalement, alors qu'il l'était déjà. Le pétrole brut s'échappe toujours des fissures sous-marines, malgré la tentative de Union Oil de les colmater. Le 24 février, un puits a de nouveau éclaté sur sa plateforme, provoquant une marée noire le 3 mars. La fuite issue des failles naturelles ralentit à 30 barils par jour, puis diminue, se stabilisant entre 5 et 10 barils. Durant les 2 à 3 mois suivants, Union Oil tente de colmater les fissures. Les effets de la marée noire s'étendent de Pismo Beach, au nord de Santa Barbara, jusqu'à Silver Strand Beach à San Diego, au sud. Une grande partie du littoral californien, des criques et des îles anglo-normandes sont touchées par la marée noire. La marée noire de Santa Barbara, en 1969, fut la 3e plus grave des États-Unis, après Deepwater Horizon en 2010 et Exxon Valdez en 1989. En Alaska, on estime que 336 à 42 millions de gallons de pétrole ont été déversés et environ 30 à 35 miles du littoral californien ont été souillés par le goudron. Plus de 1000 ouvriers, 54 bateaux et 125 engins ont été mobilisés pour le nettoyage. Environ 5200 camions de débris huileux ont été envoyés vers plusieurs grands sites d'enfouissement à Santa Barbara et alentours. Le nettoyage a coûté plus de 45 millions de dollars américains, soit environ 38 millions aujourd'hui. La marée noire a touché les mammifères, oiseaux, poissons et autres espèces marines de la région. Le département de la pêche et de la faune de Californie a signalé la mort de plus de 3500 oiseaux, probablement. Les pertes environnementales et économiques causées par la marée noire étaient difficiles à évaluer. Le tourisme à Santa Barbara a longtemps souffert. Un recours collectif a attribué environ 6,5 millions de dollars aux propriétaires de logements et hôtels en bord de mer. Les entreprises de pêche commerciale ont temporairement perdu l'accès à certains sites. Union Oil a aussi réglé un procès avec la Californie, le comté et les villes de Santa Barbara et Carpinteria. Montant de 9,5 millions de dollars pour perte de biens. À la suite de l'explosion, le secrétaire de l'Intérieur, Walter Hickel, a ordonné aux compagnies pétrolières de cesser de forer sur le plateau continental extérieur en attendant un examen et une révision des réglementations fédérales sur le forage. 34 000 acres ont été ajoutés aux 21 000 acres de la réserve écologique fédérale entre Summerland et Coal Oil Point. Si Union Oil n'avait pas contourné les réglementations, cette marée noire aurait peut-être été évitée. En 1970, près d'un an après l'incident, les activités de forage ont repris sur le plateau continental extérieur.